Avec comme d'habitude François-Olivier Gisbert. Bonjour François-Olivier. Allô, bonjour François-Olivier. Oui, bonjour, vous m'entendez pas? Si, vous allez suivre l'arrivée du Tour sur les Champs, vous ou pas? Non, non, je suis à Marseille. Il pourrait arriver à Marseille, ce serait bien d'ailleurs, c'est une bonne idée. Bonjour Yoann. L'autre capitale. Hein. Oui, l'autre capitale. Ah ça y est, ça commence. Bonjour Yoann Gillet. Bonjour Laurence, bonjour France. Moi j'ai quitté ma capitale Yoann. Tourangelle pour rejoindre la capitale parisienne. Et pour voir le Tour de France peut-être. Pour aller surtout à un baptême. Ah ok, d'accord. Et en profiter pour voir le Tour de France, évidemment. Bon, alors, en tout cas c'est pas tout à fait le sujet de notre débat ce matin, messieurs, non. Avec la question qu'on a posée à nos auditeurs. Quelle est pour vous l'urgence de l'été? Puisqu'on sait que voilà, demain le nouveau gouvernement va se réunir autour d'Elisabeth Borne. Je vous donne d'ailleurs les résultats pour nos auditeurs. On a fait plusieurs propositions. 50% d'entre eux diminuer les coûts de l'énergie, 33% rétablir le respect de l'autorité, 16% désengorger les urgences médicales et seulement 2% un plan anti-sécheresse. Voilà, c'est en tout cas quelques chantiers qui ont été annoncés vendredi, notamment par le président Macron. Grosse pression pour Elisabeth Borne. On a appris que le président Macron allait donc accorder une interview demain depuis Nouméa. Qu'est-ce que vous attendez de cette intervention, François-Olivier Gisbert, vous par exemple? Rien. Rien du tout. Vous savez, il vit actuellement, on peut dire, sur une planète très très lointaine. J'ai quand même été stupéfait par sa déclaration sur on a fait du bon travail. Enfin, toute cette histoire des 100 jours, il devait se passer des choses. En fait, il se passe rien du tout. Il y a eu une espèce de mini-remaniement et plutôt une concentration macroniste. Aujourd'hui, on a un gouvernement macro-macroniste, on peut dire. C'est ça aujourd'hui. Et je pense que personne n'attend grand-chose de ce qu'il va dire depuis Nouméa. Et je pense surtout, ce qui est important, vous voyez, chez Emmanuel Macron, qui est intelligent et on peut défendre un certain nombre une partie de son bilan en tout cas, mais ce qui est frappant, c'est le mépris qu'il a pour ses collaborateurs. On l'a vu, enfin, il les jette comme des Kleenex, des ministres. Et puis Elisabeth Borne, il la garde encore quelques temps. Enfin, on voit bien que son compte est bon. Et en même temps aussi un certain mépris pour les Français, parce que on avait un rendez-vous le 14 juillet. Il y avait, vous savez, ce qu'on appelait les 100 jours. Oui. Il devait se passer des choses. En fait, il se passe rien. Et puis il y aura une déclaration certainement lunaire encore depuis Nouméa, en disant voilà, on a fait du bon travail, on continue. Je pense qu'il faudrait que quelqu'un se dévoue dans la Macronie pour aller voir le président de la République et lui expliquer qu'il a perdu les élections législatives, même s'il a gagné l'élection présidentielle de l'année dernière, mais il a perdu les législatives, il serait temps qu'il en tienne compte. C'est ce que vous nous disiez également le week-end dernier. Déconnecté, d'accord, et en même temps, c'est ce qu'il a dit aussi à ses ministres, il faut changer la vie en vrai. Et en même temps, beaucoup lui reprochent une forme de déconnexion, Yoann Gillet. Oui, changer la vie en vrai, oui, parce que c'est à ça que sert normalement la politique. C'est bien qu'il s'en rende compte pour le deuxième mandat. Écoutez, qu'est-ce qu'on attend de son discours à Nouméa? Pas grand-chose, puisqu'il a choisi, comme je l'évoquais la semaine dernière, la continuité. D'ailleurs, il a prononcé ce mot à deux reprises dans son discours, la continuité avec Elisabeth Borne, et la continuité aussi dans la méthode, puisque lui-même est revenu sur son bilan, dont il était évidemment très très content, mais ça, on est habitué maintenant, en expliquant qu'il allait poursuivre les réformes, que d'ailleurs en un an, il n'y avait jamais eu autant de réformes qui avaient été faites là où apparemment ses opposants lui diraient qu'il ne pourrait plus réformer. Il en était très fier. Il a même dit qu'il avait davantage réformé qu'en 6 ans. À quel prix? Avec du 49.3, avec voilà, des outils qui permettent de ne pas tout à fait nous conforter dans sa volonté de dialogue. Il a dit qu'il voulait continuer, qu'il voulait utiliser les outils de la Constitution avec respect mais avec fermeté, donc il n'a pas l'intention de changer. Il faut retenir aussi un autre mot qu'il a prononcé à 3 reprises, c'est à marche forcée. Donc à marche forcée, en plus en gardant les mêmes outils, c'est-à-dire le 49.3, enfin tous les outils de la Constitution qui lui permettent d'avancer plus vite. Pas de changement de méthode, donc pas de changement d'Emmanuel Macron. Pour une fois, il a le mérite de la cohérence, sauf qu'on aurait préféré que ce ne soit pas sur ce point-là qu'il soit cohérent. C'est ça. Parlons de 2 ministres qui font déjà parler pas mal deux nouveaux ministres, celui de l'Éducation nationale, forcément Gabriel Attal, qui était déjà en déplacement vendredi dans une école des Yvelines qui était détruite pendant les émeutes. Il a appelé à remettre du respect, de l'autorité à l'école. Comment vous analysez ces mots? Est-ce que c'est une réponse aux émeutes? Comment vous voyez ce sujet-là, François-Olivier Gisbert?
Oui, évidemment, c'est une réponse aux émeutes. Il s'est passé quand même quelque chose d'important en France. Oui. Ces émeutes, je pense qu'elles ont marqué beaucoup l'opinion. Moi, je me baladais encore dans Marseille hier, je faisais des courses et je voyais les commerçants, enfin, ils ne parlent encore que de ça. Ils sont littéralement traumatisés. Et ça, je pense qu'une grande partie de la France est encore traumatisée. Et donc, évidemment, il y a besoin d'une réponse d'autorité et c'est pas seulement sur les émeutes. Enfin, c'est vrai que comment dire, une des solutions passe évidemment par l'éducation nationale et ce changement de cap en matière d'éducation nationale, il est évidemment bienvenu. C'est-à-dire, je pense que Pam Ndiaye était absolument pas l'homme de la situation. Il faut arrêter de prendre comme ça le pauvre. Enfin, il a été sorti comme ça de son petit univers. Il est tombé là-dedans. Il n'y connaissait rien. Et puis bon, c'était une sorte de naufrage. Enfin, les ministres de la société civile, ça fonctionne pas en fait. Il n'était pas préparé, le pauvre. Mais là, bon, Gabriel Attal, lui, visiblement, c'est un professionnel. C'est l'un des meilleurs de la Macronie. Donc, je sais pas, on va voir. On va voir. Votre sentiment par rapport à Gabriel Attal, Yoann Gillet? Oui, alors d'abord, je voudrais quand même dire une première chose, c'est qu'il a été victime d'insultes dégueulasses et homophobes. Ça, c'est pas bien, c'est pas de la politique. Philippe de Villiers a d'ailleurs lui-même fait des sorties qui sont très limites sur ce sujet. Donc on ne juge pas une personne là-dessus. Je voudrais quand même juste revenir sur Pap Ndiaye. J'avais dit il y a un an que j'avais trouvé son discours d'investiture extrêmement républicain. J'ai trouvé son discours de sortie d'investiture extrêmement républicain. Reprenez-le, écoutez-le. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui, dans les propos, dans les mots, est extrêmement républicain. Bon, oui, il dit le temps de l'école n'est pas celui de souvenirs, n'est pas celui des réseaux sociaux, c'est ça. Voilà, il a rappelé son attachement à la laïcité. Il a rappelé son attachement, évidemment, à un certain nombre de principes qui sont républicains. Le problème de Pap Ndiaye, c'est qu'il est très bon dans les discours d'entrée et de sortie, mais après c'est beaucoup plus flou et beaucoup plus contradictoire. C'est ça le problème. Oui. Gabriel Attal, on verra bien, c'est quelqu'un qui est tout à fait un loyal de Emmanuel Macron, qui manie très très bien le langage. C'est comme tout, comme on sait que c'est une gouvernance de communication, reste à voir, puisqu'il veut faire de la politique en vrai, Emmanuel Macron, si ses ministres sont capables de faire de l'éducation nationale une politique du vrai. J'en suis pas tout à fait convaincu, on verra bien. Je ne sais pas si c'est le meilleur, Gabriel Attal. En tout cas, c'est un bon élève sur le plan de la communication, ça c'est certain. Alors bon élève, déjà très critiqué par les syndicats des profs, qui lui reprochent son parcours élitiste, l'école alsacienne, le privé. Bon, enfin, excusez-moi, l'école alsacienne, Pap Ndiaye, ses enfants étaient à l'école alsacienne. Lui aussi, oui, bien sûr, absolument. C'est le côté extrêmement comique d'ailleurs dans toute cette histoire, c'est-à-dire que on a très souvent des ministres de l'Éducation nationale qui ont fait leurs études dans l'école privée ou qui mettent leurs enfants surtout dans l'école privée. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Effectivement, il y a de quoi sourire. Ouais, alors, autre ministre dont on parle pas mal, nouveau ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, qui s'est défendu des accusations de conflit d'intérêts, alors que sa femme Marguerite Cazeneuve est la numéro 2 de la caisse d'assurance maladie. Vous comprenez, vous, que cette nomination puisse éveiller des soupçons, Yoann Gillet? On comprend à partir du moment où il y a du passif, on comprend à partir du moment où on a un président de la République qui lui-même appartient quand même à un milieu qui est celui des banques d'affaires, des grands réseaux économiques. C'est ça le problème. On ne peut pas juger à l'avance le travail de quelqu'un sur le fait que son compagnon ou sa compagne travaille dans tel domaine. Mais le seul problème, c'est le sentiment depuis l'élection d'Emmanuel Macron que c'est toujours un même système, un même écosystème qui finalement gouverne ensemble. Et c'est vrai que au moment où on parle de plus en plus de démocratie citoyenne, etc., on a toujours le sentiment que ce sont quand même les mêmes sphères. Donc on peut comprendre ce que la population éprouve. Si on essaie quand même de prêter l'oreille, on voit bien qu'il y a un désir de changement de ce côté-là. Donc non, je ne fais pas de procès d'intention a priori, mais le problème c'est que comme la vertu n'a pas encore été tout à fait démontrée dans le cadre de ce gouvernement et de cette présidence, on peut comprendre la légitimité des soupçons, évidemment, même si un soupçon n'est pas une analyse raisonnable en tant que telle. François-Olivier Gisbert, au sujet d'Aurélien Rousseau, il vient de la gauche, lui, non ? Je suis d'accord avec tout à fait d'accord avec Yoann. En même temps, j'ajouterais, il faut aussi sortir la République du soupçon parce que on voit très bien que il y a aujourd'hui une crise des vocations en politique et cette crise de vocation, elle vient en grande partie de ça. C'est-à-dire que il y a une espèce de façon de d'éplucher votre vie, de tout regarder jusque dans les détails. Bon, avec des gens qui, quand ils deviennent ministres, en fait, perdent tout parce que justement,
organisations totalement technocratiques, il faut bien dire d'ailleurs, vont leur chercher des poux. Enfin, bon. Vous parlez de la pénibilité des métiers des ministres, c'est ça, François-Olivier? Non, mais il est tout à fait utile de regarder ça de près, on est d'accord. Mais simplement, un point trop d'infos, quoi, c'est clair. Ouais. Et aujourd'hui, le gros problème aussi, c'est le problème du recrutement de la classe politique. Parce que si le niveau baisse, comme on dit, eh ben c'est aussi parce que c'est de plus en plus compliqué et c'est de moins en moins tentant pour les gens de talent, etc. Bon, alors, je ne suis pas en train comment dire, de régler le problème d'Aurélien Rousseau comme ça en une phrase. Alors, je connais je connais du dossier que ce que j'ai lu dans la presse, Ouais. mais bon, enfin, c'est vrai que on complique de plus en plus la marche des politiques. Puis je parle pas des histoires de justice par derrière. Ouais. Et ce qui fait que après, faut pas s'étonner si on a des personnages fades, transparents, inexistants. Voilà. Waouh. Oui, Yohann Gelé. En même temps, Emmanuel Macron, vous avez vu, a quand même insisté sur la notion d'exemplarité. Oui. En parlant de violences langagières, parfois des comportements inappropriés qui prennent trop de place dans la vie publique. Petit tacle à Marianne Schiappa, évidemment, sur le fait que... ministre n'est pas parlé dans le poste. N'est pas parlé dans le poste, c'est être au plus près du terrain. Les ministres dirigent leur administration, c'est-à-dire qu'en gros on suit les chantiers. Là aussi, référence à Marlène Schiappa sans aucun doute, et au fond Marianne qui a fait beaucoup de mal. Alors vous voyez, quand on parle d'autorité, rétablir l'autorité, au moment où on sait que la laïcité est un enjeu majeur, parce que ce n'est pas qu'une question religieuse, la laïcité, c'est la façon dont les uns les autres on comprend notre contrat social, notre contrat moral, philosophique, et comment on se parle. Et évidemment, quand vous avez une affaire comme celle évidemment du fonds Marianne, et vous pouvez pas rétablir l'autorité, c'est pas possible, parce que sur des sujets aussi, j'ai presque envie de dire sacrés que ceux-là, eh bien, on n'a pas le droit à l'erreur, et là, malheureusement, le crédit est perdu de ce côté-là. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Yohann Gelé. Merci, François-Olivier Gisbert, du côté de Marseille. Et à dimanche prochain, si vous le voulez bien. Merci, messieurs. On le veut bien. Allez, bonne journée à vous. À suivre dans quelques instants l'air du temps avec le sociologue Serge Guérin. Et on va revenir sur le Tour de France, bien sûr. Pourquoi il est aussi populaire? Peut-on parler de la France du maillot jaune? On en parle dans quelques instants. À tout de suite.